Pulsar. Bonsoir, vous êtes sur Radio Pulsar 95.9 sur l'émission Poitou Pop, l'émission qui voit l'actualité sous un regard marxiste. Et donc c'est la dernière émission de la saison 1 de cette saison, cette première année, puisque c'est la première année que nous faisons cette émission. Et donc durant les semaines qui suivront, il y aura des rediffusions. Mais voilà, mais on va pas bouder notre plaisir pour cette nouvelle dernière émission. Et on a du coup avec nous deux de nos chroniqueurs habituels. Nous avons Yorigan ici présent, bonsoir. Et bonsoir à toutes et tous, c'est très chaud pour cette dernière. Et nous avons aussi Gabin. Gabin, oui, bien entendu, bien le bonjour. À distance également. Alors, tu es un petit peu faible au niveau de ta voix, Gabin. On sait que tu as une voix qui porte. Mais ça, c'est la catastrophe d'être dans la campagne profonde. Il faut que je trouve le meilleur spot pour avoir la meilleure qualité internet. Mais t'inquiète, je me mets en mouvement. Alors, de campagne profonde, on en parlera dans la suite de l'émission parce que nous parlerons notamment de couvre-feu. De couvre-feu pour les mineurs. Il se trouve que c'est pas que à Sarcelles ou en Seine-Saint-Denis ou dans tout ça, mais y compris chez nous, dans notre bon Poitou. Nous sommes atteints par cette maladie du couvre-feu infantile, y compris dans un village qui ne comprend que 8 rues et 6 rues et une déviation, qui est le village de Mont-sur-Gaide, mais ce ne sera pas forcément le premier sujet qu'on va aborder, puisque nous aborderons aussi d'autres sujets. Nous aborderons le sujet des contrôles dans le bus, toujours dans l'idée de parler, décrypter les politiques sécuritaires, et aussi nous parlerons de le fameux Nicolas qui paye. Mais avant de parler de tout ça, nous allons un peu parler d'actualité. C'est l'été, c'est le Tour de France, et en fait on se disait, bon, le Tour de France, bon allez, il manque un peu en effet une émission sportive sur Radio Pulsar 95.9, mais là on va parler du sport, du cyclisme particulièrement, et en fait en quoi finalement, et ça c'est Yorigan, notre chroniqueur et amateur de cyclisme, qui va nous en parler. Finalement, est-ce que le cyclisme a toujours été un truc comme les sports professionnels avec plein de sponsors marchands, ou est-ce qu'il n'y a pas une histoire communiste du cyclisme ? Ouais, je vais essayer de faire ça. Donc, rebonsoir à toutes et toutes celles qui nous écoutent sur Radio Pulsar. Le vélo, si vous êtes un ou une auditrice assidue de nos contenus, vous savez que moi j'aime les courses cyclistes. Bon, j'essaye de les suivre autant que je peux, en particulier les courses masculines et féminines. Bon, et là c'est le Tour de France, donc moi je suis super content, quoi. Alors, il faut savoir que l'amour pour le vélo et les courses cyclistes, c'est quand même un point commun qu'il y a que je partage avec beaucoup de militants et de militantes communistes et progressistes de manière générale. Parce que ça fait longtemps qu'il y a des liens assez forts entre les mouvements marxistes progressistes et puis le vélo. Alors, je vais essayer de vous expliquer pourquoi rapidement. J'ai pas fait des tonnes de recherches pour cette chronique. Il y a beaucoup de préjugés, mais c'est pas très grave, vous verrez. J'espère que vous apprendrez 2-3 trucs. Alors, je vais vous parler un petit peu de la course de la paix. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette course-là, mais c'est une course cycliste qui était la plus grande course cycliste amateur du monde pendant une trentaine d'années, donc des années 50 aux années 80. Donc, c'était la course de la paix qui était une course organisée dans les pays communistes. Donc, au départ, dit communiste, donc le bloc de l'Est. Donc, au départ, c'était une course qui se passait entre la Tchécoslovaquie et la Pologne, puis ensuite a été rejointe par l'Allemagne de l'Est. Et donc, c'était une course qui permettait à toutes les personnes qui voulaient exprimer leur volonté de défendre une paix durable, une sécurité, une coopération entre les peuples, entre tous les continents de la planète. Et donc, le but, c'était d'approfondir la solidarité internationale entre les sportifs, tout en popularisant le cyclisme amateur. Donc ça, c'était les objectifs de cette course de la paix, en tout cas tels qu'ils étaient affichés par les créateurs dans les années 50. Et en fait, ça a été un véritable événement populaire et donc, comme je disais, la plus grande épreuve cycliste amateur du monde pendant donc plus de 30 ans. Pendant la guerre froide, après la Seconde Guerre mondiale. Donc, du coup, ça c'est déjà un premier exemple qu'on a entre le cyclisme dans les pays dits communistes, et donc cet engouement populaire, puisque là on parle d'événements cyclisme amateur, donc on est hors cadre professionnel et professionnalisant. Et donc il y a un autre point que je voulais vous évoquer, c'était le fait que je le savais pas, je l'ai appris en préparant cette chronique.
Mais en fait, sur le Tour de France, sont invités d'office tous les organes de presse qui ont participé à la libération de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale, donc libération de la France face à l'extrême droite. En particulier donc les nazis et les fascistes. Mais donc on va dire l'extrême droite pour que les gens essaient de comprendre aujourd'hui voilà, quel était le lien entre les gens qui occupaient la France à l'époque et puis si vous faites des rapprochements avec la politique actuelle. Donc c'est à ce titre notamment que le journal de la CGT est invité tous les ans à suivre le Tour depuis 1947. Et donc, ça crée nécessairement des liens forts entre la CGT et puis le monde du cyclisme, le monde du vélo, quoi. Et donc, on a même vu, pour l'anecdote, Raymond Poulidor, un célèbre cycliste. Si vous avez plus de 35 ans, vous le connaissez, mais on en parle régulièrement aujourd'hui puisqu'il y a son petit-fils Mathieu Van Der Poel qui court encore dans les pelotons et qui s'est illustré cette année en remportant une étape et en prenant le maillot jaune, il me semble par 2 fois cette année. Bon, bien sûr, là, malheureusement, il est tombé malade et il a dû abandonner l'épreuve. Mais donc, on a vu Raymond Poulidor avec un drapeau de la CGT un jour de 1er mai. Bon, ça, c'est une petite anecdote. Et donc, bon, on ne peut pas parler du cyclisme et de militants marxistes sans évoquer donc, Miroir du cyclisme, un magazine légendaire dont 474 numéros avaient été publiés entre 1960 et 1994. Eh bien, figurez-vous que le magazine a ressuscité cette année pour un 475e numéro. Et donc, Miroir du cyclisme est de nouveau dans la place. C'est reparti. Et donc, vous pouvez le retrouver en kiosque. Et le magazine Miroir du cyclisme est supporté donc par l'Humanité, par le journal L'Humanité. Donc, c'est un programme alléchant. Hein, et pour tout dire, il est vraiment intéressant. J'ai commencé à le feuilleter. Moi, je vous recommande d'aller dans le kiosque le plus proche de chez vous et de vous le procurer. Alors, bon, pour finir cette chronique qui est déjà, à mon avis, bien trop longue, je m'en excuse. Plusieurs choses qui pourraient expliquer un petit peu ces proximités. Déjà, il faut savoir que, bon, moi je pense que déjà le Tour de France, ça a lieu pendant les congés payés, pendant l'été, la période estivale. Et donc, ça permet aux gens d'avoir un peu de temps libre et de pouvoir s'intéresser plus facilement aux épreuves sportives qui ont lieu l'été. Hein. C'est aussi le cas, par exemple, quand on a les Jeux Olympiques ou l'athlétisme qui a lieu l'été. Bon, c'est plus facile à suivre que pendant le moment où on travaille. Et ensuite, le Tour de France, c'est aussi un événement c'est un événement sportif qui est majeur et qui est gratuit. Voilà, si vous voulez aller le voir, que ce soit à la télévision, c'est le service public qui diffuse l'épreuve depuis toujours. Et si vous voulez aller le voir sur les bords des routes, ça vous coûte que le fait de vous déplacer. Et en plus de ça, c'est quand même assez fréquent que le Tour de France finisse par passer un jour ou l'autre, pas très loin de chez vous, voire devant votre porte, quand bien même vous habitez à la campagne ou à peu près n'importe où, quoi. Et donc, ça peut peut-être expliquer le fait que c'est un sport qui a de l'attrait pour les gens. Et en plus de ça, moi, je rajouterais qu'il y a peut-être aussi un côté, le vélo, c'est un peu le moyen de déplacement qu'on utilise quand on n'a pas de voiture, quoi. Et donc, je pense que dans les classes populaires, c'est aussi quelque chose qui est peut-être partagé, quoi. Le côté, les mecs, bon, eux, c'est leur métier de courir sur un vélo, mais les gens, quand ils n'ont pas de bagnole et qu'il faut aller bosser à 10 bornes, tu prends ton vélo, quoi. Donc, voilà, moi, c'était ma petite conclusion. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Est-ce que vous, de votre côté, le vélo, c'est un truc qui vous parle, c'est un truc que vous suivez? T'aurais pu citer... Non, je ne suis pas spécialement, parce que j'avais peut-être une petite aversion de principe et peut-être parfois pas raisonnable, disons, envers le sport professionnel de manière générale. Oui, et c'est vrai que, disons, ça, petit à petit, on se rend compte que c'est peut-être pas si horrible que ça, mais c'est vrai que c'est étonnant, c'est que quand on voit le Tour de France sponsorisé par Cofidis, on a du mal à voir, disons, comment ça pue, qu'en fait, que ce truc-là découle d'un truc qui, à la base, est plutôt ouvrier et populaire, quoi. Ouais, bien sûr. C'est le principe, je pense que c'est le principe de la professionnalisation du sport de manière générale. Hein. Malheureusement, la logique capitaliste, elle vient s'instiguer là-dedans, quoi. Et donc, on a des enjeux publicitaires. On sait très bien que ce soit dans le vélo ou ailleurs, en fait. Hein, aujourd'hui, c'est devenu des métiers. Moi, je vous conseille, si vous avez un peu de temps, vous pouvez trouver des
Euh, Moi, j'ai écouté l'interview de Pierre Roland, pour les gens qui voient quel coureur c'est. C'est un coureur cycliste assez célèbre en France dans les années 2010. Il y a une interview de lui qui traîne sur Internet, mais même si vous suivez en ce moment le Tour de France dans sa version commentée en ligne sur France TV par Lilian Calmejane, donc en fait, c'est des coureurs qui sont retraités depuis peu de temps et qui, du coup, je pense que comme le vélo, ça reste un sport qui n'est pas non plus médiatiquement totalement le devant de la scène. En fait, ils n'hésitent pas à lâcher des infos sur les salaires, sur comment ça fonctionne en arrière-boutique, etc. Mais on voit bien que, oui, clairement, on les en entend parler de ça. C'est vraiment devenu un travail. Ils bossent pour un sponsor. Le sponsor, du coup, si on veut faire bien son travail, il faut lui rendre des retours sur investissement, etc. Donc, ouais, c'est clair que ça reste une logique totalement capitaliste qui a derrière le sport professionnel, mais c'est derrière tous les sports pro, malheureusement. Après, voilà, c'est un peu le... Ouais, vas-y. Et derrière tout ça, moi, j'apporte le côté. Vous avez apporté le côté économique. Moi, j'apporterai plutôt le côté politique aussi de la chose. C'est-à-dire, donc, tu l'as dit, depuis la Libération, il y a tous les journaux qui ont participé à la résistance qui sont invités. Et on le voit de plus en plus aujourd'hui, la politique, elle est enlevée complètement du Tour de France. On aplanit complètement l'idée que peut y avoir une compétition avec des revendications politiques en France. On voit derrière, il y a des personnes qui sont payées, logiquement, pour enlever tout slogan qui serait mis sur le passage du Tour de France, qui aurait des vocations à avoir des significations anticapitalistes ou des significations antifascistes. Bon, parfois, il y a des bits sur la route, mais outre ça, il y a plein de choses qui sont mises. On voit, par exemple, par rapport à la résistance palestinienne, il y a la volonté de rester le plus lisse possible, comme dans toute compétition aujourd'hui, qui est récupérée justement par cette volonté de rendement économique, de faire de faire un maximum de choses le plus lisse possible. Et le Tour de France, c'est un bon exemple de ça. Ouais, alors c'est vrai que, et il faut rappeler que quand on fait le choix de la neutralité, on est toujours du côté des dominants. Hein. C'est quelque chose qu'on vous a déjà dit dans cette émission, mais on va le répéter. Être neutre, être dans une position, on va dire, voilà, quand on décide d'être la Suisse, pour faire une petite analogie, on est dans le camp des dominants, on est dans le camp des oppresseurs quand il y a des situations d'oppression, quoi. C'est-à-dire que, par exemple, que ce soit dans le cas, là, en ce moment, Israël-Palestine ou Russie-Ukraine ou n'importe quel autre conflit qu'il peut y avoir dans le monde, que ce soit au Koweït, que ce soit au Congo, etc. Quand vous décidez de ne pas en parler, quand vous décidez de dire non, mais ça, c'est pas mon sujet, de fait, vous servez les intérêts de l'agresseur et de l'oppresseur. Et ce que tu dis là, c'est très vrai. Hein. On sait qu'il y a des gens qui ont essayé de faire des happenings là sur ce tour qui ont été bloqués. Et en fait, sous couvert de neutralité sportive, en réalité, le sport, c'est pas neutre. Hein. On sait très bien que c'est utilisé par les puissances politiques pour faire du soft power, en montrant que, en essayant d'asseoir une forme de domination symbolique par les résultats sportifs. On sait aussi que le sport et les compétitions internationales peuvent servir pour décrédibiliser certains États. On sait par exemple que la Russie a été exclue de nombreuses compétitions internationales, en particulier dans le monde de l'athlétisme et au niveau des JO, etc. On sait très bien qu'il y a des compétitions, il me semble que c'est au tennis également, où il y a pas mal d'athlètes russes qui n'ont pas le droit de concourir sous drapeau russe, sinon ils sont interdits de certains tournois. Donc en fait, quand là, les gens vous disent, que ce soit à la télévision ou ailleurs ou sur les réseaux, on vient vous expliquer que non, mais le sport, ça va pas être politique, on peut pas prendre de sanctions contre certaines équipes ou faire passer des messages quand on est sur le bord de la route. En réalité, comme on vous a dit, ces gens-là qui vous racontent ça, ils font le choix d'être du côté des puissants. Et puis même, tu vois, l'autre jour, je sais pas si tu as vu les images, le mec là, qui a couru direction la ligne d'arrivée, en fait, il avait un message pour la Palestine sur son t-shirt. Il s'est pris son plus gros plaquage au sol avant la ligne, mais ça, il y a aussi le fait de mettre de plus en plus d'autorité dans les lieux sportifs, où là, on n'a même pas le droit de voir quelqu'un qui défile sur la ligne d'arrivée si c'est pas les sportifs, etc. Et donc, du coup, ça amène énormément de violence. Et on l'a vu, du coup, l'autre jour, là, le mec vraiment qui s'est pris son meilleur plaquage, l'agent de sécurité qui faisait sans doute partie du 15 de France, parce que j'aurais pas dû prendre ça dans les côtes. Et vu qu'on parle c'est du sport. Hein, c'est sûr. Et vu qu'on parle du Tour de France, il y a le Tour de France féminin d'ailleurs qui passe à Poitiers ce week-end.
C'est le 29-30. Attends, on est quel jour en fait? Non, c'est Non, pas ce c'est week-end, mardi. c'est la semaine Non, prochaine. c'est mardi. Non, c'est Mardi, mardi. mercredi. Mardi, mercredi, ouais. Donc le 29-30, il y a l'arrivée qui se fait à Châtellerault et le départ qui se fait de Poitiers. Donc voilà, si jamais vous voulez aller voir aussi un peu de vélo sur Poitiers, il y a quelques années, c'était le Tour de France masculin. Là, c'est le féminin qui passe à Poitiers, Ouais. donc c'est cool. Il me semble qu'il y a aussi une arrivée à Chasseneuil. Ah oui, c'est déjà Arrivée à Chasseneuil le mardi, arrivée à Châtellerault le mercredi, je pense. c'est ça. Bah, Eh ben, très bien. très bien, très Eh bien. ben, Alors, on a pu parler du vélo, j'ai l'impression. oui, alors peut-être, je sais pas si vous avez d'autres choses à dire sur le sujet, mais la petite anecdote que je me suis déçu, Abel, Yorigan, pardon, que tu n'aies pas dit, que tu n'aies pas mentionné ça dans l'histoire du cyclisme et du communisme. Tu aurais pu citer quand même Robert Marchand, qui est le camarade Robert Marchand, qui, enfin, en plus, a une vie incroyable, le mec qui est mort à 109 ans. Et il a été champion en fait sur ses vieux jours. En fait, il a eu sa carrière d'ouvrier. Enfin, il a fait tout un tas de métiers. Il a une biographie assez incroyable. Il est parti au Venezuela, dans tout un tas de pays. Il a été forestier, je crois, cantinier, restaurateur, enfin tout un tas de boulot en fait. Puis planteur de canne à sucre aussi. Et puis en fait, à 60 ans, une fois à la retraite, du coup, il se met en selle, voilà. Et puis il bat des records au-delà, même jusqu'à 105 ans, 106 ans. Je crois qu'il a. Ah oui, continué de courir, exact. ouais. Oui. Ouais. Oui. Et il était donc adhérent dès 1926 à la CGT. Et je suis sur la notice Wikipédia, hein, je ne fais pas ça de tête. De la CGT au Parti communiste depuis les années 30, en gros. Donc voilà, c'est la petite anecdote qu'on aurait pu citer. Écoutez, donc vous êtes sur Radio Pulsar 95.9. Terrien qui a vécu les transformations des dernières décennies n'est pas exactement le Gaulois réfractaire au changement, mais encore que. Je suis ancien combattant, militant socialiste et bistrot. C'est de dire si dans ma vie j'ai entendu des conneries, mais des comme ça, jamais. Et donc vous êtes sur l'émission Poitou Pop, l'émission qui propose un regard marxiste sur l'actualité. Donc nous allons maintenant changer de sujet, nous allons aborder le sujet des couvre-feux. Alors les couvre-feux, plus précisément, c'est vrai que ces dernières semaines, il y a eu un petit peu des violences, ce qu'on appelle des violences urbaines, alors même si le terme n'est peut-être pas forcément le bon, dans différentes communes. Urbaine, par définition. Mais à la suite de ça, la réponse politique immédiate des élus locaux a été de dire « je mets un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans, parfois, ou voire les mineurs tout court, et un couvre-feu qui s'applique de 22h à 6h du matin ou 7h du matin. » Et il se trouve que, on peut se dire, dans une ville, c'est pas la première fois qu'on voit ça dans l'histoire, mais maintenant on voit ça fleurir partout. C'est un petit peu le concours Lépine de la commune la plus petite qui va faire son couvre-feu, mais je pense que demain, il y a des chances qu'on voit ça sur, sur l'île de Ouessant, par exemple, pour citer des coins bien perdus. Voilà. Et donc, nous avons fait donc sur la chaîne Twitch Abin Couillon, qui est notre partenaire. Il y a eu un live Twitch sur la commune de Mont-sur-Gaine, dans la Vienne. Donc, je ne sais pas si, Gabin, tu as peut-être des choses Oui, des informations. Jour, on était en live avec Arthur, et donc du coup, on a voulu revenir sur ça. Si jamais vous voulez réécouter le live, il va être très, très prochainement disponible sur notre chaîne YouTube Ventre Presse pour regarder la rediffusion et voir justement ce qui s'est passé. Donc, en fait, à Mont-sur-Gaine, une petite commune de la Vienne, vraiment, il y a 700 habitants. Il y a le maire de la commune, qui est LR, qui a décidé d'instaurer un couvre-feu pour tous les mineurs, sous prétexte qu'il y avait un peu de délinquance. Alors du coup, il y a une petite vidéo de la Nouvelle République qui nous montre la dite délinquance, c'est-à-dire en fait des graffitis sur les arrêts de bus, un petit coup de peinture pareil de bombe de peinture sur un toboggan d'école. Voilà quoi, rien de très dingue pour une ville de 700 habitants, mais bon, il a instauré malgré tout un couvre-feu. Et malgré le fait que ça soit une petite commune, il s'est dit ça va être ça le côté le plus important, c'est de priver les mineurs de sortie à une période où en fait tout le monde a envie de sortir dehors à partir de 20h, 21h, à partir du moment où il fait beau. Mais en fait, ce qui est révélateur derrière ça, c'est encore une fois d'imputer toute la responsabilité sur les mineurs, sur le fait que justement ils seraient pas dignes de confiance, qu'en fait on est obligé directement de passer en préventif face à eux, vu que si jamais on les laisse sortir, ils font que des bêtises. Il y a aussi le côté où justement on met toute la faute sur les parents. L'État en fait rentre directement dans la manière d'éduquer les enfants. Il leur a donné des libertés ou non. C'est-à-dire que là, ils vont dire voilà, vous n'êtes pas capable d'éduquer vos enfants, pas capable de les retenir après 20 heures chez vous, donc
nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un couvre-feu. Et on avait déjà vu ça après la mort de Naël, où justement, lorsqu'il s'était fait assassiner, il y avait eu justement plein de ministres, notamment Darmanin, qui disait que si jamais les parents n'étaient pas capables de garder les enfants chez eux, c'est l'État qui prendrait ses responsabilités. Et on a vu récemment qu'il y avait des plus grosses villes qui l'avaient mis en place. Là, il y a Nîmes qui l'a mis en place. Alors, il y a le journal de France 2 qui dit que c'est seulement les quartiers de Nîmes, les quartiers populaires de Nîmes qui sont en couvre-feu. Mais non, c'est toute la ville qui est sous couvre-feu. Et là, même en Bretagne, une petite ville qui s'appelle Gévézé. Alors, je suis déjà allé à Gévézé, c'est vraiment un petit bled paumé. Même là-bas, maintenant, ils ont décidé de mettre un couvre-feu pour les mineurs. Donc, en fait, ça devient vraiment une maladie. Le fait que dès qu'il y a un peu de ce qu'ils appellent de délinquance, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le minimum syndical, un coup de peinture sur un mur dehors, directement, ils vont passer en mode punitif, en mode autoritarisme, à croire que tout ça, ça va enlever les bêtises d'une journée. Au contraire, ça fait que attiser la haine et que attiser les tensions, et même des tensions parfois intrafamiliales, vu qu'il y a aussi des ados, genre qui parfois le soir, c'est leur moment de sortir de chez eux quand il y a un cercle familial qui n'est pas stable, tu retrouves tes potes pour essayer d'aller mieux ou même juste sortir dehors pour essayer d'aller mieux. Donc ça crée tout un tas de tensions auxquelles les autorités publiques, manifestement, n'ont rien à faire vu qu'il y a actuellement, sont dans une envie d'autoritarisme à bloquer les mineurs de sortir de chez eux. Alors, pour rebondir sur ce que tu dis, Gabin, c'est vrai que moi j'aime bien la rigueur des chiffres. Donc, Mont-sur-Gaine, il n'y a pas 700 habitants, mais 900. Ah, pardon. Et même, on indique 917 sur la page Wikipédia en 2022. Il y a une démographie croissante, excusez-moi. C'était les chiffres de 2015, je pense. Ouais, exact, c'est ça. On est passé par un creux. Bon, on va pas faire la démographie de Mont-sur-Gaine, mais effectivement, dans les années 2010, ils étaient plutôt 700. Mais donc, pour rebondir un petit peu sur ça et pour essayer de permettre à nos auditeurs et nos auditrices de se questionner, nos auditeurs et nos auditrices de Radio Pulsar, je rappelle 95.9. 95.9. Et je pense que Mont-sur-Gaine est encore dans le rayon de... Excuse-moi de t'avoir interrompu, mais c'est encore dans le rayon de diffusion de Radio Pulsar, puisque ça va à peu près à quelques kilomètres au sud de Loudun, donc c'est à la limite, mais on peut encore capter Radio Pulsar à Mont-sur-Gaine. Voilà. Donc, s'il y a des jeunes qui sont sur peut-être une butte, une colline. Et donc encore pour continuer l'interruption que je fais de ton propos, si vous êtes à Mont-sur-Gaine et que, comme cette émission est en direct et qu'éventuellement vous voulez témoigner de ce couvre-feu, vous pouvez appeler au 05 49 42 68 29. Et éventuellement on prendra votre témoignage à l'antenne si vous appelez avant la fin de l'émission, c'est-à-dire avant 19h50 on va dire. Et donc, moi, il y a quelque chose que j'ai envie de questionner quand même. Si on regarde Mont-sur-Gaine, par exemple, qui là décrète un couvre-feu donc dans un village de 900 habitants. À durée déterminée en plus. Voilà, en plein été. Alors, moi, j'ai envie de dire, il faut peut-être se questionner. C'est-à-dire que là, on a une mairie à Mont-sur-Gaine qui est divers droite ou UMP, les Républicains, depuis 1989. Donc, on a littéralement... bientôt 40 ans de politique de droite, avec des gens qui n'avont pas arrêté de mettre en œuvre des discours disant que ça ne va pas, que je sais pas quoi, tatiti tatata. En attendant, si dans leur village, ils considèrent qu'aujourd'hui, il y a de l'insécurité, il y a des dégradations, etc., c'est forcément le fait de leur administration catastrophique depuis 1989. Enfin, je veux dire, on peut pas être aux manettes et puis dire ah non mais les jeunes ils se comportent pas bien, etc. Je veux dire, une mairie, elle a quand même elle peut quand même mettre des choses en place pour que les gamins ils se fassent pas chier, pour qu'ils aient des choses à faire. Les gamins, pourquoi ils vont faire des tags ou des petites dégradations par-ci par-là? Parce qu'ils s'emmerdent. Parce qu'on est en plein été, qu'il fait chaud, comme tu as dit Gabin tout à l'heure. Il fait chaud, peut-être qu'à la maison, il fait 35, on a envie de prendre l'air. L'air, il commence à être frais le soir. Donc, on va en ville, on va dans le village. Dans le village, il n'y a rien à faire, on se fait chier comme des rats. Du coup, il faut bien s'occuper, quoi. Alors, je ne dis pas qu'il faut s'occuper en dégradant du mobilier public, mais je dis juste que s'ils avaient autre chose à faire de plus intéressant, je ne sais pas, un petit terrain de sport, j'en sais rien, n'importe quoi, un endroit où un lieu pour regarder des films ensemble, un lieu pour se divertir de quelque manière que ce soit, probablement qu'ils ne s'amuseraient pas à ça. Ou même si le maire mettait à disposition une grande fresque, un grand mur sur lequel c'est autorisé, peut-être qu'ils n'iraient pas taguer sur les toboggans, quoi.
Mais c'est surtout le fait c'est quoi le seuil du maire d'instaurer un couvre-feu à durée indéterminée pour des tags et des petites bavures, on va dire, de peinture comme ça qu'il y a un peu partout dans le village. Genre, c'est uniquement une version autoritaire de la vie en communauté, de croire que tout le monde doit faire la même chose, tout le monde doit aller d'un point A à un point B sans à aucun moment dévier, sans à aucun moment faire, je sais pas, une once de liberté. J'ai vu sur le tag de l'arrêt de bus, il y a marqué juste T avec plein de E ou un truc du style. Genre, ça veut rien dire, quoi, mais on s'en fout, c'est même pas insultant. Et Oui, pour c'est tout juste ça, un tag. il a décidé, ouais, voilà, pour tout ça, il a décidé de, littéralement, là, ça se trouve, casser quelques jours d'été avec de mineurs, juste parce que lui, il n'est pas content et qu'à tout moment, ça s'est passé devant sa maison, quoi. Mais Ouais, et puis, vous en faites pas, fidèle auditeur. On va aller à Mont-sur-Gaine, on va aller faire une enquête là-bas parce que tout ça, ça me turlupine. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut péter un câble comme ça dans une ville de 900 habitants et mettre un confinement, un couvre-feu sur des mineurs. Donc on va y aller dans une semaine là. Et dans une semaine, vous aurez votre meilleur dossier Un sur reportage pourquoi ça s'est passé comme ça, un petit reportage sur pourquoi Mont-sur-Gaine in est situ, quoi. devenu une ville sous chapeau pour les mineurs. et en plus, il faut préciser que, en fait, 22 heures, c'est hyper tôt, hein, parce que l'été, la nuit, elle tombe après 21h, 22, 23h parfois même. Enfin, le soleil se couche très tard. Et donc, par exemple, quand on est jeune et qu'on a envie de s'amuser dehors quand il fait nuit noire, moi, je sais que quand j'étais jeune, avec mes frères, mes cousins, etc., même des potes, on aimait beaucoup jouer dehors quand il faisait nuit, hein, même quand on était ado. Parce que quand il fait nuit, on peut faire des jeux qui sont dépendants du fait qu'on n'y voit pas. Et donc, on a besoin de la nuit pour pouvoir mettre en place certains jeux entre copains et copines. Et donc, en fait, là, quand on nous met un couvre-feu à 22 heures, il y a juste plein de trucs qu'on a l'habitude de faire l'été, qu'on fait avec amusement et qu'on attend l'été pour pouvoir remettre en place ces jeux-là parce qu'il faut. C'est mieux quand il fait nuit mais qu'il fait pas froid. Donc, enfin bref, voilà. En fait, on est juste niqué. Le gars, il nous nique juste notre été. Ça se trouve, c'était la semaine où notre pote qui a l'habitude de venir, il venait Ah, mais passer la vraiment. semaine chez nous. Et là, c'est niqué. Enfin, c'est vraiment, Enfin, en fait, ils se rendent pas compte de à quel point ça peut vraiment niquer un été d'un gamin, quoi. Alors, pour remettre un petit peu élargir un petit peu la vue de tout ça, bon, Gabin l'a dit, hein, je veux dire, le couvre-feu a duré indéterminé, donc il y a peut-être aussi, comment dire, une volonté de faire. Alors, quand c'est à l'Assemblée, on appelle ça un cavalier législatif. Alors là, ce ne serait pas le terme exact, parce que c'est pas législatif, c'est un arrêté municipal. Mais de faire un cavalier, c'est dire en gros, de dire, tiens, il y a ce truc-là, donc l'événement, là, le tag qu'il y a eu, enfin le micro-événement qu'il y a eu, hop, on fait une mesure sécuritaire et à durée indéterminée. C'est sans aucune logique. Et ça, c'est des choses qu'on a vues. Et donc, c'est en fait utiliser une actualité, ou même utiliser on va dire une délibération politique pour aller plus loin et imposer d'autres trucs. Un petit peu comme ça, sur un malentendu. Voilà. Et par exemple, il y a eu l'exemple avec l'état d'urgence, suite aux attentats qu'il y a eu en 2015, où cet état d'urgence a été en fait intégrer finalement à la loi commune, quoi, à la loi normale. Et là, c'est un petit peu de normaliser un petit peu ce genre de choses, parce qu'en fait, ce qu'il faut voir avec ce couvre-feu, dans cette commune-là spécifiquement, qui est une commune, comme on l'a dit, qui était entre 700 et 920 habitants, que en fait, c'est avant tout un effet d'annonce. Parce qu'en réalité, la mesure elle sera difficilement applicable dans le sens où il n'y a pas de police municipale dans ce village, et la police nationale, disons, elle doit patrouiller, mais elle doit peut-être venir une fois tous les 5-6 jours, et pas forcément le soir d'ailleurs. Ouais, C'est sûrement les gendarmes. Voilà. Ouais, ou les gendarmes, enfin quand je dis la police ou les gendarmes, disons, mais enfin les forces de l'ordre, on va dire, viennent pas forcément si souvent que ça, et la plupart du temps c'est plus pour des questions routières ou éventuellement sur des plaintes, par exemple tapage nocturne, etc. Donc là ça veut dire que ça va, soit ils viendront pas, et en fait ce sera plutôt on va dire les habitants eux-mêmes qui vont voir un jeune et qui vont un petit peu bader parce qu'ils ont vu un jeune dans la rue, soit ça va être, soit justement la gendarmerie ou la police vont être sollicités un peu, et ça va un petit peu encourager on va dire, des phénomènes de délation et ce genre de choses, et de suspicion, on va dire, entre voisins aussi, quoi. Ouais, oui, non, mais clairement. Et puis même au-delà de ça, c'est vraiment. En fait, ça peut donner aussi l'idée à d'autres petites communes, vu qu'au départ, on se dit que quand il y a des couvre-feux sur mineurs qui sont décrétés, quand on écoute ça dans la presse, ça va uniquement être dans des endroits qu'ils appellent chauds, là où tu as l'impression qu'il y a des cartels de drogue qui sont immiscés et qui pullulent à toute berzingue.
Mais en fait, non, ça montre aussi que même dans les petites campagnes, eh bien, les mouvements d'autoritarisme peuvent surgir un peu de n'importe où. Et Rachida Dati, par exemple, là, eh bien, a parlé, elle a donné son avis par rapport à justement mettre des couvre-feux sur les mineurs et elle a dit que c'était bien, mais que c'était toujours pas suffisant. Donc en fait, c'est ça aussi, c'est le fait que aujourd'hui, on s'attaque aux mineurs parce que les mineurs, ils ont personne vers qui se retourner. Quand il y a un problème avec un enfant, théoriquement, ils se retournent vers un adulte. Sauf que même quand les adultes directement, ils passent en côté autoritaire, en côté, tu vas suivre directement que les règles et nous, on n'écoutera pas si tu as des revendications ou autres, ça peut amener derrière que des difficultés. Et là, on voit vraiment qu'aujourd'hui, en fait, on teste plein de manivelles pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut rendre le régime dans lequel on est de plus en plus autoritaire. Donc ça passe, là on le voit récemment avec les mineurs, justement, avec le fait de mettre des couvre-feux sur les villages ou leur interdire le téléphone avant 15 ans, etc. Et en fait, nous, on se dit, étant donné qu'on est adulte et qu'on a tout ça à notre disposition, on se dit que c'est pas si grave que ça, que bon, en vrai, le téléphone avant 15 ans, on s'en fout. Mais en fait, c'est l'idée même d'interdire, d'obliger les gens à ne pas utiliser quelque chose au lieu de faire de la prévention ou au contraire d'accompagner. Et en fait, ça va toujours avec la même logique libérale, c'est-à-dire on met de l'autorité en place et ceux qui veulent déborder, directement, on leur coupe la tête avant même qu'ils puissent dire quoi que ce soit. Ouais, et moi je voulais rajouter un petit truc sur. Je sais pas si vous vous rappelez de cet extrait de Emmanuel Macron devant une classe d'élèves qui lui demande c'est quoi la différence entre la droite et la gauche. Ah oui. Et où il dit Liberté, la égalité, gauche là. c'est avant tout l'égalité et la droite c'est une famille politique où la valeur première c'est avant tout la liberté. Ouais. On voit bien là à quel point c'est entièrement faux. Comme tu le disais très bien, Gabin, la droite, systématiquement, leur seule manière de régler les problèmes, je mets des guillemets, vous ne pouvez pas voir parce qu'on est à la radio, donc je mets des guillemets, des problèmes quand ils considèrent qu'il y en a, en fait, leur idéologie, leur seule manière de régler ces sujets-là, de les adresser, c'est d'être autoritaire, de serrer les vis et juste de faire chier tout le monde, quoi, il faut le dire. Ouais, non, clairement. Donc, à un moment ou un autre, peut-être, ils se prendront un gros retour de karma. C'est pour ça aussi que ça serait intéressant d'aller dans la petite commune, justement, pour aller voir les mineurs, déjà, voir ce qu'ils en parlent, voir ce qu'ils en pensent. Vu que la Nouvelle République a fait une vidéo là-bas, mais il n'y a que la vision du maire qui est relayée dans la presse. Donc, nous, on va aller faire une contre-expertise et on va aller voir ce que pensent les mineurs, les parents surtout. Et aussi essayer d'aller voir le maire et lui dire bonjour. Pourquoi? D'où vient cette idée, nom de Dieu? Comment ça, un matin, tu t'es réveillé, tu t'es dit, je vais faire un CDI au couvre-feu? Donc, on va aller voir ça. Et pour peut-être conclure le sujet, sur ce type de mesure, c'est comme ça après que ça finit par se généraliser à tout le pays. Pour rappel, Ouais. la vidéosurveillance, ça a été mis en place, ça a été légalisé en fait la vidéosurveillance a été légalisée en 1995, à la suite de communes, d'initiatives de communes, alors là c'était plutôt dans le sud de la France, sur le pourtour méditerranéen, qui avaient mis en place cette vidéosurveillance de façon illégale. Et après, ça a été intégré à l'arsenal législatif, quoi. Donc, ça peut faire marrer l'histoire du truc, mais bon, faut faire gaffe, quoi. Ouais, c'est pour ça. Non, mais la restriction de... Pardon, Gabin, je parle par-dessus toi, mais la restriction de liberté, c'est jamais marrant, à moins qu'elle concerne les bourgeois, quoi. Voilà, à moins que vraiment, eux, on les prive de tout et nous, on nous donne tout, vraiment, c'est jamais drôle, vu que les bourgeois, ils auront toujours des moyens de se défendre. Même si on leur enlève le propriété, ils arriveront toujours à partir dans un endroit et à trouver de l'argent en exploitant des gens. Là où les pauvres, si on leur enlève un truc, à moins de se battre, ils n'auront rien du tout. Donc c'est pour ça que la liberté, même sur les mineurs, il faut toujours se battre pour faire en sorte que ils arrivent à en avoir encore. Et pour ça, faut faire c'est quand les gens sont communistes. Exactement. Quand les gens sont communistes, c'est pour ça, mais faut justement enquêter et aller voir ce qui se passe là-bas. Une dictature, c'est quand les gens sont communistes. Déjà, qu'ils ont froid, avec des chapeaux gris et des chaussures à fermeture éclair. C'est ça, une dictature, Dolores. D'accord. Et comment vous appelez un pays qui a comme président un militaire avec les pleins pouvoirs, une police secrète, une seule chaîne de télévision et dont toute l'information est contrôlée par l'État? J'appelle ça la France, mademoiselle. Et pas n'importe laquelle. La France du général de Gaulle. Putain. Eh bien, maintenant, je vais vous introduire le prochain sujet. En fait, une fois n'est pas coutume, pour introduire le sujet, on va écouter une chanson toutes et tous sur Radio Pulsar 95.9 à 19h35 dans l'émission Poitou Pop. Et donc, cette chanson, c'est
un morceau de Hugo TSR en featuring avec Loco. Et donc la chanson s'appelle Mise à l'amende. Et donc ça parle notamment de contrôleurs dans les transports en commun et la vision que peut avoir un pilote de transport en commun dans la région parisienne qui est interprété dans la chanson par Hugo TSR. Et Loco interprète le point de vue du contrôleur. Et donc derrière, on va parler un petit peu de tout ça et notamment faire un lien avec les contrôles dans les transports en commun chez Vitalis. Et notamment, j'illustrerai ça avec un article que j'ai écrit dans le 30. J'aperçois le contrôleur à 2 wagons de ma tête de train, l'air détruit, 10h du mat, il a déjà bu un verre de trop. Petite clope mais il peut pas me coller d'amende. Ici c'est moi le pilote, lui il va récolter l'argent. Suffit d'un sifflet, il prend la grosse tête. Il me regarde du coin de l'œil comme un pigeon pendant la pause déj. Pour le saluer, un faux sourire à laisser cadeau. Juste un sous-fifre, mets ton coup de sifflet et ciao. Le chauffeur laisse, c'est v'là le fantôme. Il me témalouche comme si j'étais Manouche, place Vendôme. Ça me crache dans le dos, ça me fait même pas rager. J'ai fait mes classes dans le trône, là où les passagers ne sentaient pas l'encôme. C'est mon train de vie, c'est ma rame. Ils disent que je suis raciste quand je verbalise des arabes. Que j'aime pas les jeunes qui sont sapés en Gucci et Zara. Faudrait que je me pose la question, que je me remette en question. Mais je prends un whisky et ça va. Vu les crédits que j'ai, faut que je fasse mes quotas. Je suis dans le système comme un code barre. Sous prétexte que l'intérim pète. Je vois mes rêves hérités, c'est trop tard. Si je pouvais presser replay, faire ce qui me plaît, je serais autre part. Dans les yeux de passagers, je vois pas l'amour de Michael pour ma collègue Culkin. Et y a même pas de collègue que je kiffe. Y'en a qui aiment ça, je le vois quand ça collecte le chiffre. Pas le courage de me barrer, j'attends qu'on me dise allez je te vire. Mise à l'amende, C'est dommage que t'es pas pillé. mise à l'amende. Je vais te demander t'es pas pillé. J'ai l'impression qu'il y prend goût, c'est alarmant. Non, je fais pas ça par plaisir, je rembourse mon crédit à la banque. Mise à l'amende, C'est dommage que t'es pas pillé. mise à l'amende. Je vais te demander t'es pas pillé. J'ai l'impression qu'il y prend goût, c'est alarmant. Non, je fais pas ça par plaisir, je rembourse mon crédit à la banque. J'atterris là par accident, depuis je déprime. Au départ, j'étais patient, pas si aigri. Mais à la longue, c'est fatigant, cette vie de mépris. Je vois mes comparses et je deviens con par mimétisme. J'ai entendu autant de mythos que d'insultes, autant de gros pipeaux qu'un juge. Ils se payent pas le billet, ils se payent un Doritos, un tuc. À l'arrivée, c'est tourné de Morito, je vais te dire un truc. Ton billet va te coûter le quintuple. Pendant que je conduis, il dresse des PV sans merci, je pourrais pas faire ça. Y a pas de saut métier. En fait si, des gains horribles, il fait tourner la trésorerie. À lui c'est sûr, il volera pas sa paye aux riches. Si t'as pas de billet, ça y est il marche sur tes talons. Parmi ces gens assis, il se croit grand, il traverse les wagons. Ta galère fait son bonheur, où est son honneur? Faites les billets gratuits et payez plus les contrôleurs. En dehors du boulot, c'est juste un jeune alcoolique. Il a les joues bien rouges pour un agent qui joue la police. En cas de soucis, je gère mon train, j'ai mes repères. En cas de soucis, Allô la brigade ferroviaire. il en persétif, trop d'amendes, sa voix s'étouffe. Je me demande ce qu'il dit à ses gosses quand il décrit son taf. Quand je vois la scène, j'ai de la haine qui monte au cœur. Pour moi le train est gratuit, mais j'ai horreur des contrôleurs. Mise à l'amende, C'est dommage que t'es pas pillé. mise à l'amende. Je vais te demander t'es pas pillé. J'ai l'impression qu'il y prend goût, c'est alarmant. Non, je fais pas ça par plaisir, je rembourse mon crédit à la banque. Mise à l'amende, C'est dommage que t'es pas pillé. mise à l'amende. Je vais te demander t'es pas pillé. J'ai l'impression qu'il y prend goût, c'est alarmant. Non, je fais pas ça par plaisir, je rembourse mon crédit à la banque. Hugo TSR sur Radio Pulsar dans l'émission Poitou Pop. Donc Hugo TSR, moi je trouve que c'est un rappeur qui écrit super bien et moi j'adore son flow. Et donc dans cette chanson, comme vous avez pu l'entendre, on a le point de vue un petit peu d'un contrôleur dans les transports et d'un chauffeur qui déteste les contrôleurs. Puisqu'il le dit, il le dit en ces termes-là, j'ai horreur des contrôleurs. Bien que lui, pour lui, le travail est gratuit. Et du coup, dans cette chanson, il y a plein de petits sujets qui sont notamment présents dans un article que vous pouvez retrouver dans le 30 qui parle des transports à Poitiers, une politique de contrôle à bout de souffle. Le 30.info, site internet, et vous pouvez acheter le 30 sur... alors, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de points de vente, on a l'envers du bocal qui permet de l'acheter, ou sinon vous pouvez l'acheter sur le site Hello Asso, et après on se débrouille, si vous le payez en ligne, après on se débrouille pour vous le donner, voilà. c'est Voilà, indiqué.
C'est indiqué On en se ligne débrouillera comment pour vous vous pouvez l'acheter, quoi. Et après, à la rentrée, vous le trouverez sur le marché, etc., quoi. Voilà. Et donc, notamment dans cette chanson, je trouve il y a plusieurs sujets qui sont adressés, hein. C'est notamment quelle est la. Alors, je dirais en un, quelle est la pertinence des contrôleurs dans les transports en commun. Deux, voilà, quand on a un crédit à payer à la banque, comment on fait pour choisir son métier. Le contrôleur dans la chanson, Loco, le dit très bien. Il dit très bien qu'il ne se plaît pas dans son travail, mais il n'a pas le courage de se barrer. J'ai pas le courage de me barrer, j'attends qu'on me dise « Allez, je te vire ». Donc voilà, dans une société capitaliste, quand on a un crédit, puisque la société nous encourage à prendre des crédits, d'acheter notre maison, etc., d'être dans le truc, quand on a ce crédit à payer, il faut bien aller bosser. Et donc, quand la boîte d'intérim nous envoie et nous dit de faire contrôleur, ou quand on a trouvé ce taf-là pour faire ce taf-là, voilà, derrière, il faut bien faire son boulot. Donc ça, c'est un deuxième sujet, c'est la liberté. La liberté dans une société capitaliste, on y revient, parce que ça fait le lien avec le point précédent. Vous irez écouter en podcast sur Radio Pulsar l'émission si vous venez d'arriver. Donc la liberté de travailler. Donc ça, c'est le sujet 2. Le premier, c'était la pertinence des contrôleurs dans les transports. Et du coup, le point 3, ça va être, je pense qu'on peut dire, la gratuité des transports comme solution au moins au point numéro 1. Donc, je vous laisse rebondir un petit peu, puis moi, je donnerai d'autres arguments que j'ai préparés. Oui, en fait, pour un petit peu dévoiler un petit peu, mais sans trop dire le détail, en gros, la politique de contrôle n'est même pas, même d'un point de vue de la stricte, on va dire, rentabilité économique, intéressante pour les services de bus, en gros. C'est-à-dire qu'en gros, c'est que ce qu'on paye en politique de transport, il n'y a même pas un intérêt économique pour dire que ça permet d'avoir plus de recettes pour les services de bus, par exemple, et avoir des bus de meilleure qualité ou ce genre de choses. Alors, exactement. Alors, c'est vrai que ça, c'est ce que je montre bien dans l'article, hein, vous irez le lire. À Poitiers en particulier, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a aucun lien démontré et observable entre taux de contrôle dans une ville et taux de fraude dans une ville ou sur un réseau de transport, on va dire sur un réseau de transport, parce qu'en général, c'est sur plusieurs villes. Donc, il n'y a pas de lien entre le niveau de contrôle, c'est-à-dire la fréquence à laquelle vous contrôlez les usagers d'un service de transport en commun, et le taux de personnes qui fraudent ce dit transport en commun. Donc, c'est vrai que ça peut paraître contre-intuitif, mais si on observe ça donc sur les 20 ou les 30 plus gros réseaux de transport en commun de France, il y a une étude qui a fait ça, vous observez qu'il n'y a absolument aucune corrélation entre ces deux choses-là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que dans une ville où on a un faible taux de fraude, il n'y a absolument aucun intérêt purement économique d'augmenter le taux de contrôle, puisque augmenter le taux de contrôle dans une ville qui fraude peu, ça va juste augmenter j'aime pas trop ce terme, mais la masse salariale, les coûts, les charges associées aux contrôleurs et aux contrôleuses. Et vous n'aurez pas de retour sur investissement, puisque de toute façon, les gens, ils fraudent pas les transports, donc vous ne mettrez pas de PV. Et c'est ce qui se passe exactement à Poitiers. Alors, en tout cas, dans Grand Poitiers, sur le réseau Vitalis. On est une ville avec un taux de fraude qui est déjà très bas. Ils ont fait le choix de multiplier par plus que 2 le nombre d'agents et d'agentes, par 2 le nombre d'agents et d'agentes qui sont affectés au contrôle. On a vu une explosion du taux de contrôle avec encore plus de contrôles qui ont été réalisés ces dernières années. Et du coup, avec un retour sur investissement qui est négatif, puisque le salaire associé aux personnes qu'on a affectées au contrôle n'est pas compensé par les amendes sur le transport. Et en plus de ça, c'est notamment un sujet qui est un petit peu abordé dans la chanson, le contrôle de personnes sans titre de transport, ça génère nécessairement de la tension dans le transport, puisque le contrôleur, il va avoir des gens qui n'ont pas leur titre, donc forcément, ça va se mettre à s'énerver un petit peu, etc. Et donc, la violence, l'effet de violence sur le réseau Vitalis, il a explosé. Et si vous retirez les transporteurs, les contrôleurs,
on diviserait par plus de 3/4, donc par 75%, on réduirait de 75% le taux d'incident sur le réseau. Donc, on se rend compte aussi que c'est le retrait des transports et donc la gratuité des contrôleurs. La gratuité des transports en commun et donc le retrait des contrôleurs permettrait d'apaiser en fait le système, tout l'écosystème de transport en commun, quoi. Oui, et puis même la solution au final, ça serait de remettre tous les transports gratuits. On avait fait une émission sur les transports gratuits en novembre dernier, je crois. Donc si jamais vous souhaitez, vous pouvez aller la réécouter sur le site de Radio Pulsar. Mais justement, à Poitiers, il y a un excès de zèle même des contrôleurs. C'est-à-dire qu'à Poitiers, on avait eu les chiffres, vu que tous les ans, ils sortent leurs chiffres. Et du coup, il y a un taux de contrôle qui doit être fait d'1,2, je crois. Enfin, je ne sais pas à quoi est fait référence ce pourcentage, mais je sais que le pourcentage de référence, c'était voilà, il faut qu'il y ait un taux de contrôle d'1,2%. Et en fait, à Poitiers, ils se sont rendus compte qu'il y avait 2%. Donc je pense qu'il y a 2% par rapport au nombre Ça veut dire 2% des personnes qui prennent le réseau doivent avoir été contrôlées par un contrôleur. Bah C'est voilà, ça, bah du coup, le taux de contrôle, c'est ça. il y a même un excès de zèle, tu vois, au sein de Vitalis Poitiers. Et d'ailleurs, les chauffeurs et les chauffeuses le disent, et disent que quand les bus sont gratuits, notamment le samedi, bah, c'est beaucoup plus cool de faire son métier parce que justement, les gens sont moins tendus quand ils rentrent dans le bus. Ils ont moins peur d'avoir des contrôleurs qui les attendent. Il y a moins de tension. Et surtout que directement, pour avoir des contrôles et pour faire des statistiques, il faut aller au faciès. Donc, quelles vont être les lignes qui vont être le plus contrôlées? Ça va être les lignes qui vont partir des quartiers populaires, les lignes étudiantes. Je veux dire, le matin à 7h30, quand il y a les étudiants qui partent direction campus, on peut se dire qu'il y a au moins 3 ou 4 contrôleurs à chaque arrêt pour voir si chaque étudiant qui déjà n'a pas assez d'argent pour manger ses pâtes le soir va pouvoir bien payer son ticket de bus et va pouvoir s'affranchir au pire des cas de l'amende de 40 € délivrée par le contrôleur, quoi. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est toutes les logiques de chiffres, en fait. On le voit dans la police, on le voit là, effectivement, dans les transports. Ils en parlent dans la chanson d'Hugo TSR et de Loco. C'est aussi vrai dans la santé. En fait, dès que vous mettez des objectifs chiffrés sur des humains, et forcément, il va y avoir des biais racistes, des biais, etc., qui vont rentrer en jeu. Et le racisme de la société va faire que les contrôleurs ou les policiers ou etc. vont aller opprimer toujours les mêmes populations, donc les populations les plus pauvres. Il s'avère qu'en ce moment, les populations les plus pauvres en France sont les personnes racisées. Si on avait été dans les années 50, ils se seraient probablement tournés vers des gens qui venaient de la campagne, néo-urbains, et donc les populations les plus précarisées dans les villes. Et donc c'est clair que voilà, moi c'est pour ça que j'aime bien cette chanson parce que elle adresse vraiment bien ce sujet-là. Mais d'un autre côté, la société capitaliste étant ce qu'elle est, pour reproduire notre vie, on a besoin de manger et de se loger et de se nourrir. Pardon, excusez-moi, ma langue a une nouvelle fois fourché. Et donc, comment on fait quand, par exemple, alors je pense pas que ce soit le cas à Poitiers, je pense pas qu'on ait de boîte d'intérim qui envoie faire contrôleur pendant une semaine ou deux, mais imaginons que ce soit le cas, puis finalement après on se rend compte que le boulot on le tient, à la fin on nous propose le poste, ou c'est le poste qu'on a parce que ça fait 2 ans qu'on est au chômage, on est en fin de droit, il faut bien bosser, il y a une offre de contrôleur, on postule, on est pris. Là c'est ce que le gars dit, hein, il dit il faut bien que je paye mon crédit à la banque. Bah ouais. Non mais ouais, clairement, mais du coup ça va te choper et en fait tu vas être obligé de faire un truc à contre-cœur. Mais ça c'est tout le truc de l'aliénation au travail, hein. C'est le fait d'être complètement pris et d'être du coup d'avoir la tête dans le guidon et de pas pouvoir en ressortir. Et même si tu as un peu de scrupules, il y a un moment où tu penses un peu à toi. Et c'est aussi justement le principe de, comme tu as dit, toute société capitaliste va nous mettre en concurrence. Et moi, pour que je mange, ma concurrence, c'est toi qui paye pas ton billet, donc moi qui vais devoir te mettre une prune. Et en fait, autant il y a des contrôleurs qui font de l'excès de zèle et vont s'amuser à contrôler tout le monde pour rien, etc. Autant il y en a, par moment, tu le vois dans le regard, ils sont en mode j'ai le seum, je le fais, mais j'ai le seum. Mais après, c'est aussi au contrôleur parfois de savoir aller au-delà de ça, et on peut pas vraiment lui en vouloir en fait de pas de poser ses prunes parce que justement derrière il y a peut-être son taf qui est en jeu. Mais en fait, c'est pas forcément face au contrôleur qu'on en a, c'est plus face à son patron qui va lui donner des directives bien précises et bien
est bien autoritaire sur le fait d'aller contrôler un maximum de personnes, de mettre un maximum de prunes, et si jamais tu n'en mets pas assez, derrière tu te fais taper sur les doigts. Donc c'est pour ça, mettons tous les transports gratuits, il n'y a plus de contrôle. Le samedi, quand il n'y a pas de contrôle, et prendre les bus à Poitiers, c'est un vrai plaisir. Donc continuons comme ça. Exactement, et je vous renvoie vers également le podcast il y a 2 semaines, de notre émission d'il y a 2 semaines, Poitou Pop, que vous pouvez retrouver sur Radio Pulsar ou sur notre chaîne YouTube, Ventre Presse. C'est notamment le sujet du travail libre, et donc du salaire à vie qui permet le travail libre, puisque là, on voit bien que dans une société capitaliste, on n'est pas libre d'exercer le métier de notre choix. Tous les gens qui vous prétendent le contraire vous racontent des foutaises, et donc on se retrouve parfois à faire des jobs pour lesquels on n'a pas forcément envie de se lever le matin, mais on est bien tenu de le faire parce qu'il faut manger, putain. Et donc je pense qu'on va laisser Edoui faire une transition pour aborder le dernier sujet de l'émission. Edoui, je te laisse la parole. S'il te plaît, parle pas de petites sommes parce que ça va me trouble. Ah dis donc, tes problèmes sont résolus. Il y a pas mal de zéros. Il y en aura d'autres parce que je m'attaque au capitalisme. Tu te prends pour Karl Marx? Non, parce que je suis pas un théoricien, moi j'agis. Et tu vas faire ça tout seul? J'en ai bien peur, oui. Les étoiles en plus. Et vous êtes sur Radio Pulsar 95.9, 19h51, bientôt 52. Nous sommes à la fin de l'émission, mais on ne va pas se quitter comme ça. Alors, nous parlions juste à présent, de la politique de contrôle, et nous avons un petit peu évoqué le sujet des transports gratuits. Mais est-ce que les transports gratuits, au fond, c'est pas Nicolas qui les paye? C'est clair, clairement, c'est Nicolas, ce grand prince. Nicolas, voilà. Mais oui, c'est qui vide sa thune à longueur de journée. C'est ça, quoi. Alors, je sais pas si vous avez suivi un petit peu, c'est un petit peu un buzz, on va dire, ou un bad buzz, enfin, je sais pas comment on dit. Mais en tout cas, on entend beaucoup parler de ça dans l'actualité, et nous allons vous proposer 1 ou 2 décryptages peut-être à venir sur notre chaîne YouTube Ventre Presse. Mais en gros, pour rappeler un petit peu à celles et ceux qui connaîtraient pas, c'est un petit peu, on va dire, je sais pas comment dire, c'est pas une rumeur parce que c'est ou un slogan, on va dire ça comme ça. Un outil rhétorique de l'extrême droite. Un outil rhétorique, voilà, tout à fait, de l'extrême droite, et pas n'importe laquelle, puisque si on veut scruter un peu l'extrême droite, il y a le Rassemblement national qui est l'extrême droite mainstream, on va dire, mais là c'est l'extrême droite identitaire, donc encore plus à droite que le RN en gros, notamment, et c'est issu de ce truc-là du magazine Frontières. Donc, qui est dirigé par l'extrême droite identitaire. Donc, l'extrême droite identitaire, pour préciser, c'est une extrême droite qui ne se contente pas que de dire du mal des immigrés, mais qui, en plus, promeut un suprématisme blanc, on va dire. En gros, donc clairement raciste au sens premier du terme, quoi. Et donc, cette idée, c'est de dire que les gens qui gagnent, on va dire les cadres, souvent, qui gagnent, on va dire, dans les 3 000, 4 000 euros, seraient, eux, des gens, des pauvres gens qui seraient saignés au sang par l'État, parce que ce seraient eux qui, payant le plus d'impôts sur le revenu, paieraient pour tout le monde, donc paieraient pour ses assistés. Souvent des assistés d'ailleurs qui, selon eux, seraient des immigrés. Il y a aussi ce côté-là. Et en fait, voilà, et ça c'est quelque chose, disons, qui serait étranglé fiscalement. Il paierait plein de charges pour payer soit les vacances des retraités, soit des assistés qui toucheraient le RSA pour en faire des choses pas très recommandables, en gros. Donc ça, c'est un petit peu leur slogan, en gros, et en fait, c'est là où on vous annonce, mais on ne va pas faire le débat maintenant, on vous annonce qu'il y aura 2 décryptages sur notre chaîne YouTube Ventre Presse. Peut-être un premier qui sera sur montrer que finalement, pour gagner 3 000 ou 4 000 euros par mois, c'est pas toi qui payes, en fait, c'est plutôt que tu fais travailler des gens qui sont moins bien payés, et parce que si t'es cadre, c'est pas le cadre qui fait tourner une entreprise privée, c'est les gens qui produisent en bas, et c'est parce qu'il y a des gens qui produisent en bas des marchandises ou des services qui sont vendus à des clients que derrière on peut payer des gens plus chers, c'est-à-dire des cadres. Donc en fait, d'une certaine manière, c'est plutôt les ouvriers qui finalement permettent de payer le salaire de Nicolas, quoi, en gros. Et toi, Yorigan, tu avais une autre approche sur pour contrer ce discours. Ouais, exactement. Mais pour donner juste un point de plus sur ton argument, il faut vraiment que... Alors, si vous êtes cadre dans une entreprise, peut-être ça ne vous fera pas plaisir d'entendre ça. Néanmoins, ça reste une construction sociale de décider que les cadres dans les entreprises méritent leur salaire. Méritent d'être payés plus cher, quoi, c'est ça. Voilà, c'est absolument une construction sociale. C'est impossible de réellement, absolument quantifier la part de valeur ajoutée qui est produite dans une boîte
par Michel ou par Paul, parce que de fait, quand on est à partir de 2 dans une entreprise, s'il n'y a pas l'un ou pas l'autre, eh ben, le chiffre, il ne peut pas être réalisé tel qu'il est réalisé quand on est 2. Quand on est tout seul, on fait un chiffre A. À partir du moment où on est 2, on fait un chiffre B. Et pour faire ce chiffre B, il faut forcément être 2. Et si on n'est pas 2, eh ben, ça ne marche pas. Donc, bref. Mais bon, vous irez voir la vidéo d'Edoui. Qui n'est pas encore sortie bientôt. Qui n'est pas encore sortie, mais le teaser. Et donc, moi, mon argument, c'était plutôt le côté... je voulais regarder vraiment, est-ce que c'est si vrai que ça, que Nicolas, il est saigné au sang? Et surtout, est-ce que ce petit Nicolas qui fait ouin-ouin toute la journée, eh ben, en fait, en réalité, il ne se rend pas compte que ce système-là lui permet d'économiser beaucoup d'argent et que dans son système rêvé, il ne paierait pas juste beaucoup plus cher. Moi, si je prends mon exemple, je pense que je ne dois pas être très loin d'être un Nicolas. Et figurez-vous que, donc, ça sera un de mes gros arguments, je cotise quasi exactement à l'euro près la retraite de mon père. Donc, à toi tout seul. À moi tout seul. À l'abri, c'est beau. À moi tout seul, je mets le daron à l'abri. Quel bel exemple d'ascenseur social. Mais du coup, voilà. si tu étais un libertarien, tu pourrais dire pourquoi je donne ça à l'État alors que je pourrais donner ça à mon père directement. Exactement. Mais qu'est-ce que ça ferait? Ça changerait rien. Ça me coûterait exactement pareil. Donc en réalité, soit vous aimez pas vos darons et vous voulez les laisser crever de faim, soit en fait ce système de solidarité, c'est juste la même chose. Et encore, c'est parce que mon père, il a une petite retraite, c'est ça le twist. Et donc on ira voir dans le détail. Un, deux. Attends, je crois que nous t'entendons plus. Vous êtes sur Radio Pulsar 95.9, il y a une coupure de son. Nous t'entendons plus en direct. Peux-tu répéter ce que tu disais ou je ne sais pas comment ça se fait qu'est-ce qui s'est passé? alors nous sommes parce que Yuri Grand est pas dans le studio, donc je crois que nous n'avons pas entendu ton argument. Alors à quoi c'est dû? Peut-être une erreur technique. Bon, c'est sûrement très intéressant. Je pense pas que là, comme vraiment les 19h57, nous devons laisser l'antenne ensuite à l'émission Metal Fury. Je pense que nous n'aurons pas le fin mot de l'histoire, sauf si vraiment il y a un miracle technique. Restez avec nous, restez sur Radio Pulsar 95.9 pour dans quelques minutes l'émission Metal Fury, le métal de hard à Z. Voilà, sinon vous pouvez continuer de nous suivre. Donc on reviendra. Donc un jeudi sur 2, nous avons du coup l'émission Poitou Pop. Alors durant le mois d'août, ce sera des rediffusions de 2 des émissions qu'on a passées cette année. On devrait revenir du coup à la rentrée pour de nouvelles émissions, toujours un jeudi sur 2. Suivez-nous sur la chaîne YouTube Ventre Presse, la chaîne Twitch à Couillon, le site d'information le30.info qui est aussi un journal papier que vous pouvez acheter à l'envers du bocal notamment et sur Hello Asso. Et je crois que je n'oublie rien. Et vous pouvez aussi donc le Poitou Presse, Instagram, Facebook, tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes de streaming. Donc restez sur radiopulsar.org et radiopulsar.org pour le podcast. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.